soins et à quels soins, de quels soins il s'agit. Alors, pour commencer, j'ai envie de dire que 2 demi-journées avec un programme aussi dense, c'est pas aisé d'arriver à faire des propositions politiques. Politique au sens propre du terme, qui est vie de la cité. Mais en tout cas, on a essayé un truc. Et on a surtout parlé de chacun, de ce qu'il pouvait vivre, et aussi essayer de voir les mots importants qu'on avait envie de dire, qu'on faisait un peu totem. Alors il y a des mots qui ont été dits, révolte, lutte, manifeste, etc. Mais surtout, voilà ce qui s'est dit. Chacun donc a pu expliquer ce qu'il vivait au quotidien. Et les angoisses qui s'en dégageaient étaient claires. Les médecins qui désertent les services de soins, des soins qui ne sont pas possibles pour des adultes, des enfants, des adolescents, du découragement, et quand même envie d'essayer de sauver quelque chose, et notamment les services publics. On a parlé qu'effectivement, on était moins nombreux que dans les ateliers où on parlait de la marge, et on trouvait que c'était un phénomène social qu'on comprend. Mais en même temps, on se dit, mais pourquoi nos institutions, alors qu'on est plusieurs quand même à dire bah, ça va pas, et on ne sait pas comment lutter. On ne sait pas. Mais on a des idées. Et puis il y a des exemples de lutte. Il y en a beaucoup, énormément. Des gens qui se battent localement, à plusieurs niveaux, pour dire que non, c'est bien de soigner les gens, c'est nécessaire de soigner les gens. On n'est pas obligé de tous les emprisonner quand même, ça serait dommage. On est des êtres humains avant toute chose. Voilà, donc il y avait cette question-là, et on s'est dit, bah tiens, pourquoi on ne créerait pas une plateforme, nous aussi? Une plateforme où on pourrait dire tout ce que nous, on aimerait vivre actuellement et qu'on n'arrive plus à vivre dans nos services de soins. De l'accueil, de l'empathie, du plaisir aussi, du plaisir à s'occuper de l'autre. Voilà, c'est des choses comme ça qu'on s'est dit, et c'était chouette parce qu'il y avait une orthophoniste qui représentait la fédération, il y avait des psychiatres, il y avait des représentants du MAPSI, il y avait... il n'y en avait pas beaucoup, mais elle était suffisamment virulente pour dire qu'elle était là, qu'elle était avec nous. Donc ça, c'était plutôt chouette. Et voilà, donc en fait, on a un problème, c'est pouvoir se rassembler. Moi, alors je parle un petit peu parce que j'en ai parlé un petit peu pendant cet atelier. On a fait un mouvement dans le sud. On a réussi à attirer des médecins parce qu'on n'en avait plus. Et voilà. Mais on a utilisé des instances syndicales parce qu'on a des instances de pouvoir. Et on a du contre-pouvoir. Seulement les gens ont peur, ça je l'ai dit. Et puis on fait aussi, quand on est fonctionnaire, attention à ce fameux devoir de réserve, qui n'est pas si simple. Parce que la lutte c'est aussi défendre des droits. Et des droits, on en a. Mais on ne les utilise pas. Je dis ça parce que il a fallu que je rassure beaucoup de monde pour que ce mouvement tienne. Mais ça a marché. Donc j'insiste un peu, donc je suis à Sud, hein, on avait monté, enfin le mouvement il a été monté avec une intersyndicale, ça n'a pas toujours été simple, mais au moins on a utilisé nos instances, chez ACCT, grève, etc. Et du coup, il y a des médecins qui se sont dit, bah, tiens, il y a des équipes qui se battent, et puis quand même, c'est dommage qu'il n'y ait plus de pédopsychiatrie, donc on a un psychiatre adulte qui a bien voulu prendre le poste de chef de pôle. Voilà, on a une histoire en bref. Et je pense qu'il y en a plein d'histoires de combat qui fonctionnent d'un point de vue local. Le problème, c'est comment faire pour que d'un point de vue général, on se sente unis. On s'est dit, mais qu'est-ce que peut faire le printemps pour nous aider à ça?
Voilà. Ça, c'est la question et c'est la vraie question. Enfin, c'est pas l'unique question, mais je pense qu'il nous faut quelqu'un qui rassemble. Parce qu'il y a des gens qui sont disposés à se battre. Alors, quelqu'un, enfin, une instance en tout cas, qui ne soit pas forcément, enfin, ou plusieurs instances, peut-être que les syndicats, on a parlé aussi du Parti communiste, on a parlé un peu d'histoire aussi, bon là on essaie de pas être trop long, mais en tout cas on l'a fait. Voilà, donc il y avait cette idée-là. Il y a aussi une date qui a été annoncée, celle du 20 novembre, qui est un mouvement pour l'enfance. Je trouve que c'est pas inintéressant aussi de voir comment on peut réunir autour de ce thème de l'enfance. Et là, je trouve que c'est intéressant qu'on ait fini sur la protection de l'enfance, parce que moi-même j'ai travaillé et j'ai vu déjà il y a 20 ans la difficulté que ça représentait de faire un travail solide. Et ça s'est bien sûr dégradé. Et moi, j'insistais aussi, enfin on était tous d'accord sur l'idée qu'il fallait aussi peut-être dans les services publics rassembler la santé, l'éducation nationale et le médico-social. Parce que tout le monde dans ces services-là est en souffrance. Voilà. Je vais faire un petit résumé de l'atelier numéro 2 qui s'appelait « Soigner l'enfant dans le monde d'aujourd'hui, les soins psychiques à l'épreuve de la normalisation ». Alors, on a décliné ça de différentes façons, donc j'ai essayé de synthétiser en 2 parties. La première partie, c'est comment rester vivant dans nos pratiques, et la deuxième partie, c'est quelle action mener. Alors, comment rester vivant? Il a été d'abord question du diagnostic en pédopsychiatrie, comment on s'en débrouille chacun dans nos structures de soins, différents moyens de s'en débarrasser ont été évoqués, l'important étant que ça n'empêche pas les familles et leurs enfants d'obtenir des aides par la MDPH notamment. Et donc, il a été question de comment on peut subvertir les contraintes au niveau des diagnostics, des codages et des protocoles, très nombreux auxquels on est soumis. Ensuite, il est important d'avoir confiance en ce qu'on fait face au dénigrement et aux évaluations diverses subies, accréditation, etc. Il nous paraît important de maintenir contre vents et marées un travail clinique de qualité, des espaces de pensée créative, des réunions de synthèse clinique, bien sûr, et de nouer des partenariats avec des acteurs locaux, des maillages entre secteurs sanitaires et médico-sociaux, avec l'éducation nationale aussi et le judiciaire, et l'aide sociale à l'enfance. Il est important de ne pas être terrorisé par nos tutelles, car leur pouvoir n'est qu'imaginaire. Il faut renverser les rapports de pouvoir. Alors, il y a une image qui a été proposée par Benoît Blanchard, qui était l'image de l'épouvantard, qui est issu de Harry Potter, certains connaissent peut-être, qui s'est avéré pouvoir permettre une projection de nos plus grandes peurs. Le but étant de ridiculiser cet épouvantard. Plusieurs expériences de participants, plusieurs participants ont fait venir des personnels de la MDPH et de l'ARS dans leur structure de soins pour expliquer comment ils travaillent. Et en fait, ils étaient plutôt contents de ces rencontres, car ces personnes-là n'ont aucune idée de ce qu'on fait. Si on leur explique ce qu'on fait, finalement, ils ne sont pas si méchants que ça. Alors, pour obtenir des financements pour certaines activités, on s'aperçoit qu'on est obligé de modifier le vocabulaire qu'on emploie. Il y a des mots qui passent plus, groupe pataugeois, groupe compte, tout ça, c'est complètement has-been. Et il faut adapter ce qu'on fait finalement dans la façon dont on nomme ce qu'on fait. Il faut adapter à une espèce de novlangue managériale qu'on tourne ensuite à notre guise. Alors, quelles actions mener? Il nous paraît important d'aider les parents à écrire aux défenseurs des droits, à l'ARS,
quand ils n'obtiennent pas les soins requis pour leur enfant. Il y a une association de parents que nous connaissons qui s'appelle La Main à l'Oreille, qui a créé un collectif qui va attaquer l'État pour défaillance dans les soins et l'éducation spéciale. Donc on peut inciter les parents à rejoindre ce collectif. En tant que soignant, quand nous sommes attaqués, on peut faire appel aux médecins du travail, aux syndicats professionnels, au conseil de l'ordre des médecins et aux députés. C'est important de créer des poches de résistance, de faire grève, même si on n'est pas nombreux, de manifester en impliquant les acteurs sociaux locaux et les familles, de faire venir des journalistes. Il est important de dénoncer l'hégémonie de la pensée unique dans les universités et notamment de prendre soin de transmettre nos pratiques aux stagiaires et jeunes professionnels qui souvent n'ont même pas entendu parler de la psychanalyse ni de la psychothérapie institutionnelle durant leurs études. Enfin, nous est venue l'idée de créer un manuel. Alors, on n'était pas tous d'accord sur le nom de ce manuel. D'autodéfense, un manuel de survie, un abécédaire à l'attention des soignants en pédopsychiatrie, où on pourrait détailler les différents modes de résistance, de protection de notre langue clinique, de déconstruction de la novlangue managériale. Juste une chose qu'on n'a pas pensé à mettre dans le compte rendu, c'est pour ça que je viens, c'est-à-dire qu'on a un peu regretté qu'il y a un atelier enfance qui fait tout, vous voyez, on aurait beaucoup aimé en fait d'avoir des ateliers thématiques comme c'était pour disons la psychiatrie en général, et parce que par exemple on aurait pu faire tout un atelier sur le diagnostic et tout un autre atelier sur donc c'était un peu condensé. Donc la prochaine fois évidemment on ne va pas faire des assises citoyennes de soins psychiques des enfants pour concurrencer les assises citoyennes, mais il y a ce truc là, voilà. Alors, on va peut-être même pas durer 5 minutes par solidarité pour les copains des autres ateliers. Surtout, je vois le métaplan derrière. Voilà. Vous n'entendez pas? Okay. Et donc, nous étions à peu près 35. Nous avons, c'est la suite en fait, cet atelier Quelle contenance par le soin psychique est un peu la suite ou en écho de l'atelier qui avait été organisé aux assises de 2022 sur la question de la contention. Et donc inévitablement, si on tente d'approcher la notion de contenance et les pratiques de contenance, eh bien on réaborde inévitablement les affaires de contention. Et donc nous avons eu, alors je vais plutôt commencer, alors bien sûr pour toutes celles et ceux, excusez-nous, mais au pied levé comme ça, dans un exercice à géométrie variable, on ne retrouve pas la densité évidemment des échanges qui ont pu se tenir et se dérouler entre hier et ce matin. Donc je vais commencer par la fin. De l'atelier, c'est évidemment les organisations sont différenciées et qu'il a été souligné ô combien la dimension historique, générationnelle de l'institution, pourquoi certaines permettent que dans certains services il y ait des espaces et des équipes qui ont des espaces et s'autorisent par rapport aux lignes hiérarchiques à pouvoir élaborer, parler, élaborer. Il apparaît, puisque ça a été dit, oui mais on vient ici entendre sur la contenance et on n'entend que sur la contention. Or, en fait, sans parler bien sûr de protocole ou de méthode, mais il y en a qui ont été soulignés. Et d'abord, et au fond, ce qui est patent en relief, c'est la dimension, non pas à comprendre dans l'inné, mais d'une disposition intérieure. Une disposition intérieure au sens bourdieusien. Je ne sais plus si c'est Bourdieu ou Foucault d'ailleurs, mais qui voulait l'évoquer aussi. Une disposition intérieure, et c'est un travail. C'est un vrai travail sur soi, c'est un travail interrelationnel, presque intergénérationnel, et c'est un travail au sein des équipes. Et ensuite, c'est un travail à travers des analyses des pratiques, à travers, je sors le gros mot, parce que moi je ne l'ai jamais entendu dans
les organisations, c'était du temps de Clovis, et ça s'appelait les balines, et qui étaient en effet complètement consacrés à ce type d'élaboration collective et interindividuelle sur il y a les pratiques, les situations traumatiques, car les situations traumatiques le sont pour les patients et le sont tout autant pour les soignants. Et on a entendu des récits, surtout ce matin, extrêmement émouvants à entendre, émouvants à formuler, et c'est bien là-dessus. Et lorsqu'enfin les soignants, les soignants vont aborder la question de la honte et de la culpabilité dans lesquelles ils peuvent se trouver, que la culpabilité fait travailler, elle a à être, pas de devoir, elle a à être mise au travail par rapport à la notion de consistance, par rapport à la notion de contenance. Et puis aussi, une disposition à faire silence, à ne pas vouloir trouver des solutions tout le temps, et pouvoir mettre en boucle une équipe faite de soignants, mais aussi des patients, mais aussi les cadres encadrant, sans aller parler des cadres supérieurs parce qu'après c'est compliqué, cette pyramide hiérarchique qui fait aussi pression et oppression sur les équipes, qui n'ont plus les respirations pour. Il a été souligné d'ailleurs que certains patients, notamment par rapport à un projet de fermer même les chambres d'isolement, en ont été angoissés et ont demandé la mise en chambre d'isolement, ce qui pose toute la question de la demande du patient. À quel moment et dans quel contexte? Je suis où, à 3 minutes, 5 minutes? Alors, il y a presque des axes qui apparaissent non pas comme une méthodologie, puisque quand on parle de méthodologie dans une organisation, paf, ça se transforme en protocole automatique. C'est fou, hein? Mais il y a quand même, et les anciens qui transmettent aux nouveaux. Car ce qui a été souligné aussi, c'est qu'il apparaît de plus en plus que ce sont les jeunes qui sont jetés en pâture dans les services en intra les plus durs, qu'il y a, ce qui n'était pas le cas de la sectorisation dans les années 50-60, il y a une coupure, un clivage entre intra et extra, et que ce sont donc les situations les plus difficiles devant lesquelles se retrouvent des jeunes qui sortent à peine de leurs études qui d'ailleurs n'évoquent plus de situations de psychothérapie institutionnelle, qui se retrouvent à gérer les populations les plus difficiles et les situations les plus difficiles. Et apparaissent des éléments comme l'analyse des pratiques, où on nomme contribuer à défaire, mettre à distance la hiérarchie et les facteurs de maltraitance sur les équipes, qui ensuite, maltraitance sur les équipes, et bien ça occasionne de la maltraitance sur les patients. Les anciens transmettent aux nouveaux, il y a des équipes dans lesquelles il n'y a même plus d'anciens, transmettre aux nouveaux. Les réunions cliniques, les retours réflexifs, le travail de coécriture, et des fiches dénommées là en l'occurrence dans cet exemple psychopatho. Ce qui est intéressant, c'est que ce soit coécrit, coécriture, toujours cette dimension interrelationnelle. Le programme Plant Care, demandé à l'équipe de Marseille, Valvert, ils vous en parleront. A été évoquée une méthode qui vient de Finlande. Merci. Gold. Open Dialogue. J'allais dire Gold Dialogue. C'est essentiellement ces dimensions qu'on a évoquées. Le patient agité, qui en état d'agitation fait peur, mais l'agitation, elle se propage. Et la peur entraîne la réaction de contentionner par peur. Cet enfermement dans la violence. Je me permets, c'est pas sorti, excusez-moi, de l'atelier, mais il y a un livre absolument magnifique. Ne passez les premières pages où il vomit la psychanalyse, mais c'est juste un truc pour s'adosser. En fait, c'est par colère pour pouvoir ensuite écrire René Girard, La violence et le sacré, et la violence mimétique.
Si on a affaire à la violence par mimétisme, elle intervient sur vous. Et ça, c'est pour comprendre la violence dans les organisations, ça fait partie des ouvrages. Il était évoqué aussi des formations pour travailler les jeux de rôle. Qu'est-ce que ça fait d'être contentionné soi-même en tant que soignant? Hein, voilà. Enfin, moi, je vous dis tout de suite, je pète les câbles, vous m'emmenez tout de suite aux urgences psychiatriques. Hein. Socle Care, c'est quoi cette formation aussi? Oui, donc Socle Care aussi, qui est une formation. Qu'est-ce qu'on a dit? On a parlé aussi du rapport de domination du soignant par rapport au patient, la soumission, et qu'il fallait sortir de ça, qu'il fallait aussi sortir du clivage sous toutes ses formes dans l'organisation de soins, repenser l'organisation de soins, qu'il y ait des espaces collectifs pour analyser les pratiques, réfléchir ensemble, faire collectif, sachant que chacun est contenant à sa façon. Donc c'est important de garder la singularité de chaque soignant qui va être contenant, mais c'est dans cette diversité qu'on va trouver la richesse de la contenance. Se faire confiance les uns les autres dans l'équipe pour surtout sortir de la solitude lorsqu'il y a des situations de détresse de plus en plus graves à gérer, de situations de personnes qui arrivent dans des états incroyables de détresse. Voilà. Il y a juste quelques phrases, je reprends, corps soignant, corps physique, corps à corps. Et comment symbolise-t-on ces moments traumatiques? Ne les laisse-t-on pas s'enquister et se cristalliser à l'intérieur de soi? La dimension de la culture aussi, la dimension de la culture organisationnelle, de la culture professionnelle. Voilà. Les récits, la force des récits pour pouvoir, donc les dimensions cliniques et ce qui était envisagé aussi, proposer un observatoire des récits et du partage de ces situations traumatiques pour pouvoir élaborer. Donc restitution de l'atelier 4, espace collectif et vie démocratique pour des pratiques humaines, vivantes et indisciplinées des soins psychiques. Pendant ces 2 demi-journées, on s'est retrouvés ici à 100 personnes dans la salle Ambroise Croizat, donc c'est quand même cool. Et nous avons eu l'occasion de partager des expériences de bricolage, de trouvailles, qui transforment les lieux et les gens, comme par exemple un jardin au sein d'un espace d'admission, un EHPAD ouvert aux voyageurs en Espagne, un camping dans le jardin de la résidence communautaire, entre autres choses et autres expériences qui témoignent de l'indiscipline nécessaire dans le contexte actuel. Ce qui a émergé comme principe opérant, c'est le faire ensemble, à savoir que le désir de quelques-uns puisse se mobiliser pour entraîner du faire concret les uns avec les autres dans des espaces non ségrégatifs. Des expériences citées, nous avons dégagé la fonction club, qui n'est pas relative qu'au club, mais peut traverser tout lieu où des gens essayent de fabriquer des choses ensemble. Aucune expérience, aussi originale soit-elle, ne peut être réduite à une bonne pratique protocolisable. Les expériences s'inventent et se réinventent sans cesse au niveau micro-politique. L'articulation du dedans et du dehors a aussi été au cœur de l'atelier, avec la nécessité de circulation multiple, luttant contre le processus de dévitalisation à l'œuvre, de segmentation et d'industrialisation des soins. C'est un atelier qui a permis de constater qu'il se passe plein de trucs partout et qu'il serait important de nous mettre en lien, de nous inviter les uns les autres pour se former et s'altérer réciproquement. La question des stratégies politiques s'est aussi posée sur les modes de lutte et de résistance à la destruction en cours, les rapports de force, la fonction de contre-pouvoir de la fonction club, l'investissement ou non des lieux de représentation décisionnaire des usagers. Un point essentiel à imprégner l'atelier, le fait que la parole n'a de sens et de valeur que si elle est suivie d'effets. Et ce notamment dans les réunions soignants-soignés.
Des questions ont d'ailleurs émergé sur les possibles en intra-hospitalier, dans les lieux d'enfermement des indésirables, lieux dans lesquels il s'agit de se tenir malgré la tentation de désertion. Nous avons partagé ce que chacun, chacune peut bricoler dans son hôpital pour restaurer quelque chose de la valeur de la parole de l'autre, s'appuyant sur le présupposé d'intelligence d'autrui, cherchant non pas une horizontalité illusoire, mais une augmentation d'égalité entre les uns et les autres. Deux niveaux sont à articuler, celui de la créativité résistante et désirante au niveau individuel et local, et celui du réalisme et des actions à mener de façon plus structurée et stratégique. Nous avons ajouté deux pattes aux deux jambes connues de la psychothérapie institutionnelle, avec un quadriptyque politique, clinique, esthétique et éthique. On a fini par se dire l'importance de partager des objets, de restaurer collectivement, patients et soignants, nos capacités à jouer ensemble, sérieusement, dans la joie et l'indiscipline qui subvertissent les statuts et nous altèrent. On veut le beurre et le sel du beurre. En parlant de beurre, voici notre recette indisciplinée pour les assises. Prenons une carte des lieux et initiatives existantes, intégrant les récits des trouvailles de chaque collectif. Ajoutons une bonne louche de visites pour aller découvrir et se faire altérer par les autres. Parsemé d'un nuage d'enquêtes sur les compositions des instances représentatives et exiger l'intégration des usagers et non uniquement de leur famille dans ces instances. Finalisé par l'intégration des pratiques de psychothérapie institutionnelle au plan de formation des établissements, en s'appuyant notamment sur les CSE. Évidemment, n'oubliez pas d'ajouter votre grain de sel. Excellente dégustation! Atelier 5. Quel accueil de la souffrance psychique dans la cité? Nous vous proposons une restitution collective en mouvement. On a tous autour de soi des personnes en soins psychiques. Ne détourne pas le regard. Pas de mode d'emploi pour l'hospitalité. Fragile, moi, bien sûr. Et alors? Tous précaires, tous se réfèrent, que faire? Vulnérable mais pas coupable. La vulnérabilité, c'est notre humanité. Accueillons-la. Fragile, c'est pas si facile, ne me laisse pas tomber. Alors c'est un texte en vrac, c'est destiné à être un texte, mais c'est du vrac. Accueillir la souffrance psychique dans la cité. Accueil ou non-accueil? Il n'y a pas forcément de place pour accueillir. Que faire? Que faire? Que faire? Que faire? Et que faire? Le désespoir à 2 paires de jambes, ou 3 paires de jambes, ça dépend. Non au marquetage de l'asile. On répond toujours en urgence. Le secteur est en crise. Il y a plusieurs formes de psychiatrie de secteur. Est-ce qu'on doit défendre ce qui existe ou réfléchir à autre chose, réfléchir à ce qui fait défaut? Ce qui fait défaut, c'est les moyens, mais pas seulement, c'est l'esprit. On doit exiger de former les soignants, tout est transformé. Destruction des services publics dans l'ensemble. Concevoir la personne comme un cerveau sur pattes, non. C'est difficile à croire, toutes ces injonctions autoritaires. Ça n'a rien à voir avec le directeur qui est fou. C'est un système. Il faut faire réseau pour comprendre ce qui nous arrive. Alors on pourrait créer et utiliser les conseils locaux de santé mentale, se mettre en lien avec les municipalités, parce qu'eux, ils voient les soucis qu'il y a. Utiliser toutes les ressources. Les pôles, mais c'est ça qui a détruit les secteurs. Ah oui, puis il y a les premiers soins en santé mentale, ça nous préoccupe. Ouais, c'est moche les premiers soins en santé mentale, les premiers soins. Mais non, mais il y a des gens qui
ils tiennent beaucoup, pour eux c'est mieux que rien. Parfois ça soulage, ça vient d'Australie puis on dit que ça marche. Bon, mais qu'est-ce qu'on en fait, nous, c'est pas notre truc. On doit codifier, mais codifier c'est stupide. Il faudrait mettre en parenthèse des diagnostics, parce que sous couvert d'affirmer la différence, on affirme la norme. Le diagnostic est soluble dans la relation. La formation, c'est le nerf de la guerre. Oui, mais la politique actuellement, c'est l'art pour rendre les soignants fous. Faut quand même défendre le secteur. Il justifie les transformations du soin à partir des besoins de l'école, pour ce qui est des enfants, mais elle-même a été transformée par la même politique. Comment établir un dialogue avec tous les secteurs, briser les malentendus entre professions. Il faut une transversalité des luttes, intégrer ce qui vient de l'autre. Moi, quand on voit l'état des enfants aujourd'hui, on peut se demander comment sera la France dans quelques années. Alors, comment faire du maillage? On va exiger des moyens financiers, des formations, créer des structures d'activité. Oui, mais si on exige, comment on fait du maillage? Il faut s'unir, sortir de l'individualisme. Oui, mais comment faire du maillage? Comment faire? Comment faire? On va s'engager. L'engagement, ça fait contenance. Mais les logiques à l'œuvre sont tellement puissantes. On n'est que des grains de sable. Mais déjà, c'est pas mal d'être un grain de sable. Alors on est le pied dans la porte pour empêcher qu'elle se ferme. On cherche des alternatives au discours dominant. Il y a des lieux encore qui fonctionnent avec de la psychothérapie institutionnelle. Ils ne disent pas trop haut, ça ne se voit pas sur leur site. Il n'y a pas que Cyrulnik et Ruffo pour les formations des éducateurs. La situation est grave. La paupérisation du service public de la psychiatrie, pourquoi? La psychiatrie n'est-elle pas discriminée elle-même? On pourrait faire une image, une ESDF avec un panneau « Je suis la psychiatrie ». La psychiatrie, ça fait peur. Quelle est la fonction de la foulée dans la société? Ah, puis il y a une bonne idée. On pourrait faire en sorte que les équipes disent à leur directeur qu'elles se dégagent complètement de leurs responsabilités au vu de tout ce qui se passe. Oui, mais on n'est pas d'accord. Parce qu'il y a aussi des jeunes qui font un constat qu'il faut revitaliser un secteur qui est pourri par des vieux qui disent toujours les mêmes choses. Alors, il faut être disruptif. Oui, ben nous, si on va être disruptif, on va se dégager de nos responsabilités. Non, on ne sait pas. On ne sait pas. Que faire? Que faire? Que faire? École, justice, soins, sans service public, on est tous fous, tous foutus. Aujourd'hui, tout va vite. Alors, ralentis. Aujourd'hui, personne ne se voit. Alors, regarde. Aujourd'hui, les modes d'emploi se multiplient. Alors, bricole. Aujourd'hui, personne n'écoute personne. Alors, accueille. Inclusion, exclusion, les deux faces d'une même pièce. À qui profite le crime? Sans service public, sans soignants, sans accueil, tous à la rue, tous dans la rue! Bonjour, c'est le petit comité d'organisation de l'atelier 6, clinique, démarche et réinvention institutionnelle. Nous avons pensé, on était beaucoup, donc nous avons un peu réfléchi à comment faire pour rendre valeur à tous les échanges, à toutes les personnes qui ont participé. Et à la fin, je suis au centre, dommage. Et donc on a déjà pensé de vous expliquer un peu comment ça s'est passé pendant ces 2 demi-journées pour nous. On avait prévu hier dans l'après-midi d'avoir plein d'invités, en particulier les collectifs de la cantine des Pyrénées, de démocratie, de Psy, les GEM et en particulier le GEM de Bondy, la Trame, le Pianotel, l'appétit des indigènes.
Et on a invité pendant cette première session ces collectifs à se présenter et à se présenter d'une manière quand même assez ciblée sur des axes de réflexion qu'on avait réfléchi pendant beaucoup de temps entre nous et qui nous semblaient un peu être fertiles pour les discussions qu'on a envisagées. Vous les voyez sur ces énormes tableaux. Pourquoi s'inscrire dans un collectif, les points de rupture et de continuité entre les collectifs et les lieux de soins. Est-ce dans un collectif, ce qui s'y fait, c'est du soin psychique, ou qu'est-ce qui fait du bien dans un collectif, et en quoi les marges peuvent être transformatrices. Donc les présentations des collectifs invités visaient un peu à donner leur réponse, de leur point de vue à ces 4 axes de réflexion. Et pendant la session de hier dans l'après-midi, on a lancé le débat là-dessus. Évidemment, les débats ont débordé sur toute autre chose, ce qu'on avait prévu. Et ce qui nous a assisté et soutenu, c'est donc le tableau. Et les post-it sur lesquels on a pris soin au fur et à mesure dans l'après-midi de prendre des notes, des prises de parole, des échanges, des points de débat qui devenaient un peu plus sensibles. Vous voyez les personnes plutôt se redire autour de quelques axes que nous on n'avait pas fixés à l'avance. Et donc la proposition à la fin de hier dans l'après-midi, ça a été de revenir un peu sur ce que les échanges nous avaient montré comme point d'articulation et dormir cette nuit, revenir ce matin avec ce qui nous avait touché le plus et qui nous semblait plus intéressant à traiter dans la suite. Et donc ce matin, c'est effectivement ce qui s'est passé et la proposition de débat s'est articulée autour du dedans dehors et quelles sont les transformations mutuelles qu'on peut imaginer entre ces deux lieux, qu'on imagine comme deux lieux très distincts, mais qui ne le sont pas, ça vous surprendra, les marges et la centralité des institutions de soins. Et donc, pour rendre un peu de visibilité sur les réflexions qui ont été portées à l'avant, on vous propose d'écouter quelques citations qu'on a mis sur les post-it sur notre tableau. Et c'est une manière aussi d'essayer de rendre compte de la parole de tout le monde, parce qu'il y a eu après un cercle conclusif pour pouvoir créer une restitution pour vous en 5 minutes aujourd'hui. Et grand défi, on n'était pas prêts. Du coup, on vous propose d'écouter des citations, des échanges qui sont manifestés hier et aujourd'hui dans les demi-journées qu'on avait à disposition. Alors ici, donc, il est écrit « Transformer la dichotomie et porter l'hybridité ». Alors, je l'ai de mémoire, l'autre n'est pas un problème, mais une solution. Alors, on a identifié donc un besoin d'alliance transfrontalière pour mettre la pensée en acte. Penser la hiérarchie des tâches sans déraciner le directeur. Comment ça pousse de l'intérieur, comment ça soutient la lutte de l'extérieur. Et je voulais ajouter qu'il a émergé à plusieurs reprises, et aussi vers la fin, l'importance des créer des espaces de rencontre, des qui n'allaient pas forcément se rencontrer si spontanément, et à cause aussi des points de conflit qui parfois sont tellement importants qui empêchent les retrouvailles. Et
crée des conditions matérielles de porosité pour transformer mutuellement les modalités de prise de décision, penser les modalités de prise de décision collective, penser à la question de quoi on parle quand on parle de travail d'organisation horizontale, des questions de traitement de l'argent, de travail bénévole. Et je ne sais pas si en fonction de d'autres citations, je peux vous inviter à en lire. Et du coup, pour proposer un espace, on comptait donc du coup se retrouver plus tard, on ne sait pas comment, sous quelle manière, sous quelle forme, mais voilà, il y a quelque chose, on va mettre en place une liste où vous pourrez mettre votre adresse mail, si vous savez sur une mailing list qu'on va créer, et autour de ces questions qui ont été évoquées dans cet atelier, autour de démarches d'institutions, on va continuer avec pratique peut-être, on ne sait pas trop comment, mais voilà. Mais on sait un peu comment quand même. Il y a eu des points d'ouverture très concrets. L'une des lignes sur lesquelles on était assez cohérents et on voulait s'engager nombreux et nombreuses, c'était de mettre l'avancée en acte et de chercher des actions, des gestes très concrets qui puissent mener un peu comme objet de médiation ce groupe dans le début de sa vie, de son existence. On a pensé donc à l'arpentage dans le texte qui vient d'être édité et qui s'intitule « Nous ne serons plus patients », un récit ou plutôt plusieurs récits d'occupation d'hôpitaux pour continuer à nourrir la réflexion d'une action directe à mener dans les institutions et en dehors. Une contribution pour un journal qui voulait venir un peu mettre à l'avant, c'est l'exemple de l'envolée qui a été cité, du journal avec des récits carcéraux et des témoignages de personnes incarcérées, et dans la question du dedans-dehors pour franchir et rendre poreuse cette limite. On a pensé que c'était un bel objet de médiation, le journal, et on s'est dit du coup de vouloir s'engager sur quelque chose de similaire. Et déjà, peut-être en prenant l'occasion de la rencontre avec la revue Pratique qui nous a proposé de contribuer au prochain numéro, un numéro sur les assises, je ne sais pas si c'est le prochain. Un groupe de travail autour des conflits. Beaucoup des échanges qui sont émergés ont concerné les conflits qui viennent figer quelque chose dans toutes les dynamiques de groupe, pas seulement dans les dynamiques d'équipe de soins et qui sont évidemment qui résistent encore plus parfois à cause de la hiérarchie institutionnelle, des divergences de statut et de classe. Donc, et dans tous les collectifs et les groupes, il y a des points de conflit et comment traiter ces conflits et pas les nier a été un autre point de discussion très fertile. On a pensé donc à créer des journées d'analyse de situations concrètes pour trouver des leviers. Et ensuite, un dernier point d'action qui a été proposé est la création d'une cartographie de lieux affinitaires de soins ou pas confondus sur un territoire qui, pour les collectifs invités, se manifestait être un territoire franco-belge, mais pourquoi pas plus? Non, alors comment arriver à donner un peu le temps de ce qui a pu se dire et se jouer en atelier? C'est pas du tout évident. Les mots, l'ambiance, la justesse des propos, se permettre d'être un peu des réceptacles et représentants entre guillemets durant un temps de ça. Ce qui est venu un peu sur la toute fin, c'est un point sans doute très important qu'on n'a pas eu le temps vraiment de déployer et qui est venu faire conflit, justement, dispute, justement. C'est toujours que sur le seuil de la séparation qui se joue souvent des choses intéressantes. Donc le fait est qu'on tentera qu'un lien perdure pour un peu étayer cette question qui touche à la chose de la citoyenneté, c'est-à-dire à dire ce professionnel on ramène des patients,
pour que la parole des patients soit enfin représentée, etc. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de séparation implicite, en quelque sorte un peu statutaire, qu'on essaie un peu de transformer, déplacer, mais en réalité, le mot citoyen est rassemble. Donc comment est-ce qu'on peut arriver un peu... C'est un peu le débat qui est venu à la fin. Au travers de quelques notes, à quelques mains, on en a fait un petit texte dont on va se partager la lecture. Alors, civilisation d'exclusion, au départ, c'était écrit avec proposition de pluriel à exclusion et un point d'interrogation. C'est pas ressorti dans les écrits ensuite, mais c'était un point pour nous qui n'était pas n'importe lequel. C'est-à-dire, on est vraiment parti de l'expérience pratique et clinique avec des chiffres, prison, rue, migration. Donc, ça nous a renvoyé à des questions de fond de l'actualité sociale difficile, et tous les témoignages dans l'atelier ont été des témoignages qui nous ont touchés parce que c'était des constats dramatiques qui ont tendance à s'aggraver. Donc les difficultés des accès aux soins, tant psychiques que somatiques pour les personnes les plus marginalisées en fait. Donc là aussi où les conditions de travail sont de plus en plus dégradées. Donc on l'a décliné comme ça, on peut le décliner comme ça, c'est un peu abrupt, c'est abandon, suicide, mort, c'est des récits qui reviennent. Alors, on est allé au-delà de la question de la dénonciation et de la morbidité de tous ces enjeux. Mais il fallait en passer par là, sans doute. Donc des sujets en très grande souffrance et très marginalisés, isolés, qu'on a décrits comme évidemment déshumanisés, parce qu'eux-mêmes circulent entre tous ces lieux, c'est-à-dire prison, migration, en fait, il y a un public commun dans toute cette circulation. Donc, l'histoire et les chiffres ont pu nous autoriser à affirmer un point central qui contrebalance largement le discours ambiant, c'est que la prison et l'enfermement sont des choix politiques, que la migration n'est pas dangereuse et que la rue s'impose aux gens. Et ça, c'est politique aussi. Donc on en revient à tous ces sujets fragiles et a émergé la question de nos vieux, des femmes, des enfants, souvent pas assez parlé. Donc, parce que il s'agit de dire que le soin, ça devrait être un droit fondamental pour tous et toutes. On parle de la moindre des choses, mais ça, c'est la moindre des choses. Donc, enlever la considération de l'autre et de sa parole, en réalité, ça conforte toute violence interne, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Et au regard citoyen, pour ces sujets victimes, on pourrait largement considérer comment la violence elle-même de l'État pourrait être reconnue comme non-assistance à personne en danger. Pas pour rien que cette question de tribunaux, faux tribunaux, revient sans arrêt. Où est l'état de droit? Où sont nos droits fondamentaux? Donc les discours de peur et d'anxiété généralisés, on a écrit qu'ils instrumentalisent les stéréotypies des discours sécuritaires. La prédiction remplace la prévention. On l'a vu tout à l'heure. Donc tout ça crée l'illusion de mettre tout le monde d'accord, c'est-à-dire des êtres humains qui deviennent illégaux et des sujets qui dérangent dont on ne sait que foutre, qu'on invisibilise et qu'on enferme. Donc en imaginant des problèmes, en croyant régler ces problèmes, on en amène d'autres. Et du coup, après ce constat, on se rend compte que il y a tout un accueil et une répression organisée par l'État, alors que celui-ci se revendique comme étant un état de droit et avec un dispositif d'accueil inconditionnel, tout un tas de lois et de conventions signées pour permettre l'accueil de tous et de toutes, et notamment des mineurs, par exemple. Et de là, s'est posée la question du bénévolat, notamment quand on est praticien, parce que quand on intervient en tant que bénévole, potentiellement salarié, est-ce qu'on intervient en tant que psy en rue, par exemple, ou alors en tant que... parce qu'évidemment, on ne va pas être détaché de sa fonction quand bien même on serait simple participant, maraudeur dans la rue. Donc, qu'est-ce que le militantisme et de quoi est-il le nom? Est-ce que ce ne serait pas celui d'un désengagement des missions du service public, donc de l'État, d'où l'émergence d'une contradiction dans les pratiques soignantes, dans nos pratiques soignantes citoyennes, bénévoles, militantes, et
et comment y faire face. Est-ce qu'on peut arriver à tenir quelque chose du côté du soin, des usagers, des sujets, ou est-ce qu'on participe au contraire à reconduire ou renforcer des dispositifs de contrôle des corps, de normalisation et d'aliénation? Et donc, finalement, se pose la question, que dit tout ceci de l'état de notre démocratie et de nos valeurs normalement démocratiques de liberté, d'égalité, de fraternité? Donc dans tout ça, quels espaces de lutte, de résistance et de désir s'ouvrent face à nous? Comment alors soigner le lien, soigner les lieux, soigner dans ces lieux réceptacles que la société invisibilise, exclut et enferme les personnes qu'elle ne peut ou refuse d'accueillir? On a parlé des prisons, on a parlé des centres de rétention administrative, on a parlé des hôpitaux psychiatriques, on a parlé de la rue, on a parlé des espaces frontières et de la manière dont on va contrôler les personnes dites migrantes. Et les témoignages lors de ces deux jours d'atelier démontrent encore toujours que la clinique est indissociable du politique, mais que malgré les nombreux parallèles et circulations entre ces lieux, donc ces lieux réceptacles, ces lieux ne peuvent se confondre, mais doivent s'articuler. Des lieux pour engager le politique, des lieux pour engager la clinique, mais surtout des lieux pour engager la citoyenneté, y compris que l'on ait des papiers ou pas, et notre humanité. Comment réhumaniser ces personnes qui sont jetées aux marges de la société, dont l'humanité et la parole sont liées, et qui sont fragilisées par des parcours, et donc se retrouvent extrêmement souvent en très grande détresse et dans des conditions de santé et de précarité désastreuses. Comment jouer, avoir un poids dans les décisions politiques, être acteur, actrice pour une société plus démocratique et humaniste, à l'encontre du virage sécuritaire actuel? Comment participer à la représentation citoyenne pour répondre en priorité aux besoins des personnes les plus vulnérables, ce qui est fondamental car ce recul des droits des personnes les plus vulnérables et marginalisées est permis par leur déshumanisation. Or, déshumaniser autrui nous déshumanise nous-mêmes. Et ça, en fait, personne n'y est... personne n'est immunisé contre le fait de déshumaniser autrui. Et donc, en plus, la répression des plus marginalisés ouvre la brèche à la généralisation de cette répression à l'ensemble de la population, comme ça a été vu tout à l'heure lors de la plénière. Mais donc, une fois ce discours repéré et dénoncé, une fois ce constat dressé, comment agir finalement? Comment combattre ces zones de non-droit, tous citoyens, tous concernés, avec ou sans papier? Et donc, un point néanmoins nous éclaire, c'est que composer avec les contraintes qui s'imposent à nos pratiques, voire désobéir, pour le moment, permet encore d'exercer sur un champ en ruine.